Eh bien, bonsoir. Effectivement, quand on est là, on ne vous voit pas beaucoup. On a écouté des magnifiques conférences, on a appris beaucoup de choses. Et à mon tour, maintenant, j'ai envie de vous inciter à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Un petit peu de recul, et parce qu'en fait, toutes ces découvertes, tout ce qu'on vous raconte, c'est passionnant. On trouve ça comme des histoires très intéressantes. Mais c'est important de bien réaliser, comprendre qu'en fait, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous individuellement et en fait, ça concerne l'humanité. Ça concerne l'humanité sur la Terre. Qu'est-ce que fait l'humanité sur la Terre? Et il se passe une chose extraordinaire, c'est que nous vivons, et ça je crois qu'on peut prendre un peu de recul pour le dire, nous vivons actuellement, et depuis un siècle à peu près, une période de l'histoire de l'humanité exceptionnelle. Il a commencé, qui est l'époque, on peut dire, l'époque technologique, l'époque scientifique, il a commencé pour diverses raisons à avoir disons, sur le plan des observations, sur le plan de la technologie, sur le plan des calculs, une explosion d'avancées de connaissances scientifiques, merci. Et cette avancée de connaissances rejaillit sur nous, rejaillit sur la société, et les gens en général n'en ont pas totalement conscience de l'importance de ces découvertes par rapport à la société. Et si c'est quelque chose de vraiment exceptionnel à notre époque, c'est qu'il y a eu, c'est la réalité, depuis toute l'histoire de la Terre, et l'histoire de la Terre elle est longue, depuis toute l'histoire de la Terre, c'est à notre époque que pour la première fois, des êtres vivants sur la Terre ont réussi à la quitter. Pour la première fois de toute cette histoire de la Terre, on est parti dans la troisième dimension, dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose à la fois dans la réalité et dans le symbole, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça conduit en fait à une mutation de l'humanité. Et la mutation de l'humanité, il y a beaucoup de choses. Alors j'aime bien prendre comme exemple la communication instantanée sur toute la planète. La communication instantanée sur toute la planète, ça a complètement changé la société. Les jeunes actuellement sont toujours en train de communiquer avec, et les moins jeunes aussi, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans le passé, quand on discutait avec des gens qui habitaient à côté, même Toulouse peut-être. Alors que maintenant, les gens discutent avec des gens du monde entier, avec lesquels ils ont des forums, ils sont d'accord ou pas d'accord. Donc il y a énormément de choses. C'est un exemple, mais un petit exemple. Toute la société est transformée par ça. Alors, au point de vue de la compréhension et de ce qu'est l'humanité et de ce qu'est la représentation que l'homme se fait de lui-même, par rapport, je dis l'homme, avec un grand H. La moitié des hommes sont des femmes, d'accord? Quand je dis l'homme, c'est l'espèce humaine. Donc, la représentation que l'homme se fait de lui-même, il faut un petit peu intégrer tout ce qu'on vous a raconté, tous ces phénomènes. Et c'est difficile. C'est difficile parce que ce qui se passe à notre époque aussi, c'est que l'homme, j'y reviendrai un tout petit peu là-dessus, c'est que l'homme a la possibilité, grâce à la technologie, d'aller bien au-delà de ses sens, bien au-delà de ses possibilités directes de vision, d'audition, etc., et de comprendre des échelles de temps, des échelles d'espace qui le dépassent de loin. C'est incommensurable. Et pourtant, le cerveau humain est capable de comprendre tout ça. Alors, je vais vous faire, on m'a demandé de le faire, donc je vais le faire, un petit geste dont j'ai l'habitude, dans ce cas-là, pour essayer de bien prendre conscience de la signification de ces échelles. Alors là, je vais vous parler de temps. Les échelles de temps, donc on vous parle de milliards d'années, on se dit, mais c'est quoi un milliard d'années? Enfin, un milliard d'années, si on est un peu mathématicien, on sait que c'est un 10 à la puissance 9, mais ça ne nous avance pas tellement. Alors mon petit geste, il est simple, il s'agit d'étendre ses bras de chaque côté, comme ça, avec les index pointés. Et vous dites, le bout de mon index gauche, ici, c'est la naissance de la Terre, avec le Soleil, avec le cortège des planètes, et le bout de mon index droit, ici, c'est l'époque actuelle. Et là-dessus, vous pouvez fixer des époques de toutes sortes d'événements importants, donc je ne vais pas en faire énormément, des événements, juste 3 ou 4. La naissance de la vie sur la Terre, d'après ce qu'on sait actuellement des plus anciens fossiles, etc. La naissance de la vie sur la Terre, 3,84 milliards d'années, en remontant le temps, eh bien, il faut faire ça.
Évidemment, c'est approximatif ce que je vous dis, hein, c'est pour fixer, c'est pas un truc précis. Mais vous arrivez au coude du bras gauche. Si vous vous demandez quand sont arrivés les premiers mammifères, eh bien, il faut faire tout ça. Vous arrivez au poignet du bras droit. Et si vous vous demandez quand sont arrivés les premiers hominidés c'était les premiers êtres vivants sur la Terre qui marchaient sur deux jambes, qui marchaient debout. D'après ce qu'on en sait actuellement, il y en a qu'on appelle Lucie, il y en a qu'on appelle Toumaï. Eh bien, il faut faire tout ça. Tout ça. Et vous arrivez à la petite partie blanche au bout de l'ongle de votre index droit. Ça, ce sont les hominidés. Alors si maintenant vous pensez à la civilisation qu'on appelle historique, minuscule fraction de l'épaisseur de votre ongle. Donc vous voyez ce qu'on est, nous, notre présence sur la Terre, ce que ça signifie depuis l'existence de la Terre. Et puis, quand la Terre est née avec le Soleil, on l'a bien vu, l'univers existait déjà depuis longtemps. Et peut-être qu'il le fallait, que l'univers existe depuis longtemps pour former tous les éléments dont on avait besoin pour pouvoir être là sur Terre aujourd'hui. Eh bien, quand la Terre est née, l'univers avait 2 fois cet âge-là. C'est assez intéressant, on divise l'âge de l'univers par 3, premier 2 tiers, ensuite le Soleil et la Terre sont arrivés, et nous maintenant. Alors quand on voit ça, on se dit on n'est rien. On s'est dit on n'est rien, on se dit à notre époque, on a découvert que finalement l'existence de l'homme sur la Terre, c'est rien par rapport à l'espace, c'est rien par rapport à l'univers. Alors là, moi j'aime bien rebondir en disant oui, mais c'est nous qui avons la capacité de concevoir tout ça. Donc nous ne sommes pas rien. Et c'est ça un petit peu la raison du titre « L'homme face à l'univers », c'est qu'en fait, nous avons, par toutes ces découvertes qui se passent depuis un siècle, bon, avec, je vais en redire un mot, avec déjà des réflexions philosophiques et depuis les anciens Grecs et même peut-être avant chez les Égyptiens, mais ce qui se passe vraiment à notre époque, c'est que nous sommes face à quelque chose. Nous avons à réagir. Et quand je dis nous, ça veut dire tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème de quelques scientifiques qui travaillent sur le sujet. Nous avons tout le monde à réagir à ce fait que nous sommes une humanité sur une petite planète et que nous découvrons tout cet univers. Bon, la virgule dans l'espace-temps, c'est un sous-titre que j'ai donné à un livre. La virgule, c'est nous, c'est symbolique. Nous sommes un peu comme une virgule, comme une respiration, comme un point d'ancrage, hein, comme une virgule dans un texte littéraire, comme un point d'ancrage dans un espace-temps extraordinaire. Et nous avons besoin d'essayer de comprendre ce que ça signifie, notre présence ici. Je ne vous dis pas que je vous donnerai de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais au moins, on peut essayer d'avancer dans cette recherche. Alors, est-ce que ça avance comme ça? Non. Donc, ça avance comme ça? Oui. Alors, il s'est passé, pour vous dire que je vous disais que c'était une époque extraordinaire, donc un petit rappel, quelque chose qui, moi, me fascine absolument. Figurez-vous que depuis 3500 ans avant Jésus-Christ, les hommes préhistoriques ont découvert qu'ils pouvaient apprivoiser le cheval, domestiquer le cheval. Et ils ont utilisé le cheval en montant dessus pour aller plus vite que quand ils allaient à pied. Et puis aussi, ils ont utilisé le cheval comme aide pour, je ne sais pas, ça a pris beaucoup de temps, je ne fais pas un historique complet, par exemple pour l'agriculture, pour transporter des choses, etc. On a amélioré le cheval, on a fait des attelages, on a mis des charrettes, on a mis des carrosses, on a fait des diligences. Le cheval, le transport sur terre par le cheval a duré depuis 3500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, ce que ça veut dire. Au 19e siècle, il est arrivé la locomotive, et puis le moteur à explosion, le premier moteur à explosion, donc la première automobile. Et ça, c'était dans les années 1980, 84, peut-être quelque chose comme ça. Tout de suite après, quasiment au même moment, quelques années plus tard, les premiers aéroplanes. Et donc là, vous avez l'aéroplane, l'avion 3, avion 3 de Clément Ader. C'est Clément Ader qui a donné, c'est lui qui a inventé le mot avion. Hein, donc c'était le 3e de ces prototypes, mais le premier à avoir un peu volé. Peu de temps après, les frères Wright, qui sont venus d'ailleurs dans le sud-ouest de la France, hein, c'est des Américains, ils sont venus dans le sud-ouest de la France faire leurs expériences avec leurs flyers. Alors, vous mettez à la place des gens à cette époque-là.
1900. Ces gens qui étaient absolument passionnés, enthousiastes, parce qu'on avait fait une découverte extraordinaire, on commençait à voler. C'était très peu de choses, quelques mètres au-dessus du sol. Et les gens, j'ai lu des choses là-dessus, c'est pour ça que je trouve ça assez fascinant. Les gens, ils regardaient les traces sur le sol, les traces de pneus sur le sol. Et quand il n'y avait pas de traces de pneus pendant quelques mètres, ils disaient « il a volé ». En 1900. Mettez-vous à la place de ces gens-là, est-ce qu'ils pouvaient imaginer que 70 ans plus tard, on irait sur la Lune? Je trouve qu'on vit une époque absolument extraordinaire. Alors, aller sur la Lune, bon, ça c'est un exemple. 1972, on va beaucoup en parler cette année de la Lune. Donc ça, c'est un exemple d'une des missions Apollo avec un petit véhicule qui se promène sur la Lune. On va... attendez, c'est celle-là. On va sur Mars maintenant. Vous avez plusieurs... alors quand je dis on va sur Mars, évidemment, ce n'est pas des êtres humains pour l'instant. Ce sont des robots, des rovers, des petits véhicules qui se baladent. Donc ça, c'est les traces de pneus, mais du coup, des traces de pneus sur la planète Mars. Les traces de pneus du rover Curiosity, qui a une caméra qui s'est retournée pour prendre ses propres traces. Donc là, on est sur Mars. On est sur Mars, un peu plus d'un siècle après les premiers avions. Et puis, on arrive donc grâce au sonde spatial. En fait, je dirais il y a il y a beaucoup de conséquences, mais j'en vois trois importantes par rapport aux sondes spatiales. La première, c'est qu'en envoyant des sondes spatiales, on observe la Terre. Donc, il y a toutes sortes d'études de la Terre à partir de l'espace, plus ou moins loin. La deuxième, c'est qu'on va au voisinage de planètes du système solaire, ou se poser sur planètes du système solaire, ou les étudier. Et la troisième, c'est qu'on envoie des instruments qui sont au-delà, qui vont au-delà, même s'ils ne sont pas très hauts, 400 km, 500 km, au-delà de l'atmosphère terrestre. Et ça, on l'a déjà vu, et je vais y revenir rapidement. L'importance de l'atmosphère terrestre pour évidemment la vie sur la Terre, parce que ça arrête la plupart des rayonnements qui viennent de l'espace. Mais si on veut observer le ciel dans ces rayonnements-là, justement, il faut y aller au-delà de l'atmosphère terrestre, et ça, le spatial a permis de le faire. Alors évidemment, il n'y a pas que le spatial, on conjugue avec les instruments au sol, mais ça a beaucoup, le spatial a beaucoup modifié tout ça, y compris pour la pensée humaine. Alors ici, pardon, j'ai oublié de commenter, donc ici c'est une image, ça c'est pas un dessin d'artiste. Ça, c'est une vraie photo, enfin, prise par la sonde chinoise Change 4, qui avait fait le tour de la Lune sans s'y poser. On voit la Terre au loin. Et puis, cette image, on en a vu toutes sortes d'images comme ça. Mais ça, c'est une image prise par la sonde spatiale Cassini quand elle était au voisinage de Saturne. Maintenant, elle a fini sa mission, Cassini. Et donc là, vous êtes au voisinage de Saturne avec les anneaux de Saturne. Et le petit point que vous voyez là, c'est la Terre. Donc je pense que quand on voit la Terre dans l'espace à partir du ciel de Saturne, de la même manière qu'on voit Saturne dans l'espace à partir de notre ciel à nous, ça relativise. Le télescope spatial Hubble, c'est un exemple de télescope qui est donc au-delà de l'atmosphère terrestre, qui nous a apporté tellement d'informations. Là, c'est une mission de maintenance, parce que ce télescope qui a bientôt fini sa mission maintenant, il avait la particularité d'avoir de la maintenance sur place, c'est-à-dire qu'on envoyait des astronautes pour aller travailler sur place. Et là, vous avez une mission de maintenance assez vite avec une navette spatiale américaine, un bras, le télescope Hubble est là, donc l'astronaute est là. Là, vous voyez ses deux pieds, là, comme s'il était en plat-ventre, mais un plat-ventre dans l'espace, ça signifie rien. Et donc, il est en train, ça vous donne l'échelle, il est en train de réparer ce télescope. Alors, ce télescope nous a apporté énormément d'informations. Et cette image, elle est intéressante aussi pour la Terre. Donc on voit la Terre à 400 km au-dessus du sol. Et puis l'atmosphère, donc je vais vous dire un petit mot de l'atmosphère. Et si je n'ai pas le temps d'aller au bout après, ce n'est pas grave. Mais je voudrais vous parler de cette question d'atmosphère. On en a beaucoup parlé ici. Alors là, ce que je vous montre, c'est un schéma typique de la manière dont l'atmosphère terrestre absorbe les rayonnements qui viennent de l'espace. Donc ici, vous avez les rayons, Isabelle vous en a parlé, donc les rayons X, les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio, et la toute petite partie ici, qui est le rayonnement visible. Donc là, on voit que le rayonnement visible à l'œil, c'est très très peu de choses
par rapport à tous les rayonnements qui existent. Ici, ce que vous avez, c'est la hauteur à laquelle il faut aller au-dessus du sol terrestre pour pouvoir recevoir ces rayonnements qui viennent du ciel. Donc, pour voir en rayon gamma, par exemple, il faut aller à peu près à 40 km. En UV, là, il faut aller à 140 km. En infrarouge, moins, etc. Donc, ça vous montre l'importance d'aller dans l'espace pour observer le ciel dans ces rayonnements-là et avoir, je ne vais pas insister parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, tous ces résultats que vous avez, dont vous avez entendu parler. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qui arrive jusqu'au sol. Donc, ce qui arrive jusqu'au sol, il y a le domaine des ondes radioélectriques, celles des radiotélescopes, et le domaine visible. Un petit peu d'infrarouge, mais presque rien. Et ce domaine visible, c'est donc cette fenêtre-là que l'atmosphère terrestre laisse passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous demande juste de réfléchir un tout petit peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le visible? Eh bien, le visible, c'est la partie des rayonnements qui existent, de tous les rayonnements qui existent, que l'œil humain est capable de voir. C'est l'œil humain, le visible. C'est rien de différent des autres rayonnements, sauf que l'œil humain est capable de voir. L'œil humain ne voit pas dans l'infrarouge ni dans l'ultraviolet. Il voit dans le visible. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui arrive sur Terre. Et vous voyez que c'est la même chose, à peu de choses près. Le rayonnement visible, parce que là, ce sont les longueurs d'onde, mais c'est la même échelle, c'est la même chose qu'ici. Le rayonnement visible à l'œil humain vient jusqu'au sol. Ça veut dire que nous avons des yeux capables de voir le ciel et ajuster sur l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, c'est les molécules qui sont dans l'atmosphère qui font qu'il y a ces absorptions. Et nous avons des yeux qui sont ajustés pour voir le ciel. C'est-à-dire que si nous avions des yeux qui pouvaient voir dans l'infrarouge, par exemple, bon, ça c'est une vue de l'esprit, on se verrait les uns les autres, on a vu plein de choses, des caméras infrarouges, on se verrait, on ne verrait pas le ciel, on ne verrait pas les étoiles, on n'aurait jamais eu cette curiosité d'aller voir plus loin et d'avoir tous ces résultats que vous avez maintenant. C'est assez fascinant. Et si vous pensez au Soleil, donc le Soleil et les étoiles comme le Soleil, elles ont un maximum d'énergie, on l'a vu tout à l'heure, un maximum d'énergie dans le jaune, vert, c'est-à-dire en plein milieu du rayonnement visible. Donc ça veut dire que la lumière solaire, l'énergie solaire, arrive jusqu'au sol. Donc ça veut dire que nous avons des yeux qui sont ajustés pour pouvoir voir au travers de l'atmosphère terrestre, voir le ciel lointain au travers de l'atmosphère terrestre, et qu'en plus, ce domaine-là, c'est le domaine de maximum d'énergie du Soleil qui lui permet de venir nous donner son éclairage et sa chaleur. C'est pas rien. Alors pour terminer ça, puis je crois peut-être que je ne pourrais pas aller plus loin, je ne sais pas. Pour terminer ça, ça fait comprendre l'effet de serre dont on a beaucoup parlé. C'est que, bon, là je schématise, mais vous avez le rayonnement du soleil qui arrive de là, qui arrive au sol, ça fait chauffer la Terre. Et quand la Terre chauffe, elle réémet du rayonnement, mais beaucoup en infrarouge. Et le rayonnement infrarouge, il ne ressort pas. Donc, ça reste là, ça chauffe. Et comme on disait tout à l'heure, un de mes collègues, s'il n'y avait pas l'effet de serre, il ferait très froid ici. Donc l'effet de serre est fondamental, mais il est très bien ajusté d'une manière naturelle. Et ce qui se passe en ce moment, si on modifie ça, on ne sait pas où on va. Alors, donc les planètes, il existe parmi tout ce qu'on a aussi qui change l'impression, enfin l'image qu'on peut avoir, nous les hommes, sur la Terre. Il y a évidemment le fait qu'on ait trouvé des planètes, mais ça, heureusement, on en a déjà parlé, donc j'insiste pas. Il y a des planètes, il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles dans le ciel, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une planète par étoile. Il y a des étoiles qu'on n'en pas, il y a des étoiles qu'on en plusieurs, donc globalement c'est ça. Et on sait. Alors, ah oui, ça, je l'ai rajouté. C'était juste pour vous montrer, parce qu'on vous a parlé tout à l'heure de l'étoile 51 PEG, de la première découverte ici à l'OHP de la planète autour de l'étoile 51 PEG. Et il se trouve que j'ai moi-même regardé ça. Il y a une époque, je faisais des choses sur ce sujet-là. Et là, vous voyez avec l'instrument, là c'est pour faire un petit peu de pub aussi pour l'OHP, l'instrument qui s'appelle SOFIE, et qui est une autre génération par rapport à l'instrument Elodie qui a permis à Michel Mayor et Didier Queloz de trouver la première planète, eh bien vous pouvez voir la même chose mais plus détaillée. Et ce que vous voyez ici, c'est une portion, tout à l'heure vous avez vu la courbe complète qui correspondait à la révolution de la planète autour de l'étoile 51 PEG. Là, vous n'en voyez qu'une partie de cette courbe-là, mais vous voyez ici des oscillations partout.
Et ça, je voulais vous le montrer. Je n'avais pas prévu, mais après ce que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai rajouté cette image. Ces oscillations-là, c'est réel. C'est que l'étoile, et ça, toutes les étoiles qui ressemblent au Soleil le font, c'est que l'étoile a elle-même intrinsèquement des vibrations. Et ces vibrations conduisent à des vibrations de lumière, et ces vibrations sont dues à des ondes sonores, des ondes de pression, qui se propagent à l'intérieur, qui font vibrer toute l'étoile, un peu comme un instrument de musique. Alors ça, c'est pas ça, ça conduit à autre chose, dont je ne vais pas vous parler tout de suite, je n'ai pas le temps, mais ça répond à une des questions qui a été posée tout à l'heure. L'étude de ces ondes sonores, alors là c'est pareil, on étudie toutes les harmoniques qui conduisent à ce signal sonore de l'étoile et toute l'intensité qu'il y a dans chacune des harmoniques. Et ça nous donne une information beaucoup plus précise qu'avant sur les paramètres de l'étoile, sa masse, son rayon, sa structure interne, etc. Et donc quand on peut, on conjugue, parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui a posé la question et je ne sais pas, il faut connaître l'étoile pour pouvoir avoir les paramètres des planètes. Ben oui, il faut connaître l'étoile. Et le fait que les étoiles centrales de systèmes planétaires aient des vibrations comme ça, eh bien, ça nous a aussi changé la vie. Et ça, c'est arrivé au même moment. Hein, au même moment, dans les années 1995, un peu plus après, la découverte des oscillations de ces étoiles centrales de systèmes planétaires et en général les étoiles de type solaire. Alors je passe très vite pour aller un petit peu rebondir sur l'exposé d'Isabelle tout à l'heure passionnant. C'est que quand des étoiles se forment, en plus elles se forment dans un milieu qui tourne. Et la rotation est fondamentale pour conduire finalement non pas à une étoile sphérique qui se forme, mais à une étoile qui se forme comme un renflement au milieu d'un disque. Et ce disque, ça c'est dans la nébuleuse d'Orion, ce disque est un disque de gaz et de poussière, vous savez maintenant qu'il y en a, hein, Isabelle vous a tout raconté. Et donc, le fait qu'il y ait des systèmes planétaires, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal qu'une étoile se forme avec un disque de poussière et de gaz autour. Et pendant que l'étoile centrale, la proto-étoile, devient une étoile, en même temps, le disque se transforme avec des collisions pour former des planètes. Alors, on vous a montré tout à l'heure, vous voyez, c'est bien parce que moi maintenant je rebondis sur ce que vous avez déjà vu. ALMA, donc ALMA qui est le Atacama Large Millimeter Array au Chili et qui donne ces disques qu'on vous a montré tout à l'heure. Ça, c'est l'intermédiaire entre le disque que je vous ai montré juste avant, Orion, sur Orion, et un système planétaire formé. Et là, ce que vous avez, c'est une image des poussières qui sont autour de l'étoile. Et on l'a vu tout à l'heure, tous ces anneaux, en fait, ce sont des planètes en train de se former qui balayent le gaz, qui accrètent le gaz tout en tournant autour du centre, hein, de l'étoile centrale, et qui donc vont devenir, ça va donner un système planétaire. Donc tout ça, c'est pour dire à quoi nous sommes face. Hein. Nous sommes face à un univers immense, bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on l'a déjà vu. Nous sommes face à des échelles de temps extraordinaires, des échelles de distance extraordinaires. Nous sommes face au fait que la Terre est une planète qui tourne dans l'espace et qu'il y a des milliers de systèmes planétaires comme ça. Voilà, nous devons faire face à tout ça. Alors, petit schéma, je vais arrêter là. Enfin, petit schéma, parce que, évidemment, tout le monde a ça en tête, le passage à la vie. Qu'est-ce que la vie, hein? Qu'est-ce que la vie? Alors, du côté astrophysique, on l'a vu en détail, on peut voir que d'abord les éléments dont nous sommes faits ont été formés dans les étoiles, les plus légers au début de l'univers, après dans les étoiles. Les molécules organiques à base de carbone, qui sont à la base des molécules du vivant, on en trouve, on l'a vu à l'instant, dans les nébuleuses qui forment des étoiles, on en trouve sur des météorites, on en trouve partout. Des molécules organiques. Mais les molécules organiques, ce n'est pas encore la vie. De l'autre côté, vous avez les chimistes et les biologistes qui étudient le vivant, qui essayent de définir la vie. Eh bien, je peux vous dire, on parle tout le temps de la vie. Hein, comment on passe à la vie, tout ça. Mais qu'est-ce que la vie? Eh bien, je peux vous dire, quand on creuse un peu, on n'a pas une définition de la vie. On en a plein. Et en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est que la vie. Définir la vie, ce n'est pas du tout évident. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait une thèse sur le sujet et qui avait rassemblé 200, bon, c'était un peu exagéré peut-être, mais 250 définitions de la vie. Hein.
Donc, qu'est-ce que la vie? C'est pas si on veut savoir comment on est passé à la vie, il faut savoir un petit peu ce que ça veut dire. Et il y a ce passage donc du non-vivant au vivant comment dire, j'en parle un tout petit peu plus avec un schéma de molécules d'ADN. Là, ce dont je vous parle, c'est d'une interpellation, d'une question. Hein. Ce n'est pas des réponses que je donne, parce que je n'en ai pas. Hein, mais c'est simplement les questions qui se posent. Vous avez vous connaissez, tout le monde connaît la molécule d'ADN typique avec les deux brins qui font une hélice. Vous avez là-dedans, comment dire, c'est coloré pour dire quels sont les atomes qui sont là-dedans. Les atomes qui sont là-dedans, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le carbone, le phosphore, les 4 premiers, ce sont les plus abondants dans l'univers. Le phosphore, un peu moins. Hein. Vous avez 4 bases azotées, ce qu'on appelle des bases azotées. Des bases azotées, c'est une molécule, un type de molécule chimique. Vous en avez des centaines, hein, des bases azotées. Là, il y en a 4. Hein. Il y en a 4 qui sont donc typiques de l'ADN, qu'on retrouve à l'intérieur de l'ADN, là. On les connaît, bon, ça y est, j'ai oublié de mettre le nom, thymine, adénine, cytosine et guanine, voilà, qui ont des initiales. Eh bien, quand on vous donne un génome, en fait, le génome, on vous dit c'est un code, et on vous inscrit une liste comme un langage. Hein. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissent mieux ça que moi. Hein. Moi, je vois ma vision en moi. Un langage où on met côte à côte, donc en ordre, les initiales correspondant à ces 4 bases azotées. Vous prenez un ADN, vous prenez une base azotée, vous l'échangez avec une autre, vous faites une manipulation génétique. Et qu'est-ce que c'est, ces molécules-là? Vous voyez, ce sont des molécules, ce sont les éléments chimiques qui viennent de l'espace, avec quelque chose de beaucoup plus important, qui sont les liaisons. Les liaisons atomiques, qui c'est pas n'importe quoi. Mais comment est-ce qu'on passe d'une molécule comme ça à quelque chose qui est la vie? Donc je crois que c'est ça une des grandes questions à l'époque actuelle. Et en fait, tu vois, justement, j'ai fini, simplement pour dire que finalement, sur Terre, la masse vivante sur la Terre, c'est essentiellement des bactéries. J'ai envie de dire, si on cherche la vie ailleurs, on n'est pas tout à fait dans la science-fiction, c'est pas forcément tout de suite des gens, même s'il y a de la vie ailleurs, des gens comme vous et moi avec qui on pourra communiquer, qu'on va trouver. Et là, je vais arrêter. J'arrête.